Bon, la première réflexion que nous pouvons nous faire, c'est qu'évidemment, comme le disait Fernand Braudel, la France se nomme diversité. Et dans son ouvrage L'identité de la France, Fernand Braudel désignait environ 350 à 400 pays constitutifs de la France. Donc la France est une mosaïque de pays, et l'arbre et la haie sont des indicateurs identitaires extrêmement forts de ces pays. Et donc nous avons une mosaïque en réalité de systèmes agroforestiers, on l'a bien vu dans la discussion d'aujourd'hui. Il est très difficile d'avoir un discours de Paris qui convienne à tous les systèmes existants. Quelques éléments de réflexion qui à ce stade ne sont pas encore finalisés en propositions, bien sûr, ne les prenez pas comme des propositions de notre part, elles ne sont pas encore rédigées, ni validées en interne, nous en discuterons chez nous au CGER. Quelques éléments de réflexion, j'en ai une dizaine à vous proposer. S'agissant du dispositif communautaire, je vais peut-être sortir un petit peu de mon rôle, mais je suis effectivement comme vous, je suis insatisfait par les règlements communautaires qui nous sont proposés et qui nous paraissent incohérents. Je pense qu'on pourrait les améliorer grandement si on retenait 3 ou 4 principes. Le premier, c'est de traiter également tous les systèmes agroforestiers. Donc il y en a plusieurs centaines de systèmes agroforestiers, ce sont des systèmes souvent anciens que l'on redécouvre. Il n'y a aucune raison d'en privilégier un dans un règlement communautaire au détriment des autres. Le deuxième objectif que je vous propose, c'est que l'on traite de la même façon les prairies permanentes et les espaces labourés. Il n'y a vraiment aucune raison de faire une différence entre prairies permanentes et espaces et terres arables. Troisième principe, évidemment, bien entendu, il faut que le négociateur veille à ce que le premier pilier de la PAC ne contrarie pas le second. Évidemment, en disant cela, vous voyez en creux qu'on n'est pas tout à fait dans cette situation-là aujourd'hui. Donc je pense que si les négociateurs retiennent ces principes, on arrivera finalement, avec le temps, à avoir un règlement communautaire qui soit cohérent. Le deuxième point que je vous livre à la réflexion, c'est qu'il faut mettre en place un système des indicateurs qui suivent l'évolution des systèmes agroforestiers. Il y a des systèmes qui disparaissent ou qui régressent. Et il faut savoir les suivre, les observer et pourquoi ils régressent. Et évidemment, d'abord je parle du bocage, bien sûr, puisque c'est le système le plus répandu. Nous avons un bocage qui, dans de nombreuses régions, est en régression. Et ceci, on le voit bien, préoccupe un certain nombre d'entre vous, et on le sent, on le devine, en écoutant les questions que vous avez posées. Il faut bien sûr subventionner la création de systèmes agroforestiers éventuellement nouveaux, mais il faut aussi veiller à ce qu'on préserve les systèmes qui existent, et en particulier le bocage. Le troisième point que je voulais vous livrer, là j'espère que je ne vais pas trop me faire d'ennemis dans la salle, nous avons des associations qui sont très vivantes sur le terrain, très présentes, et des mouvements associatifs qui sont tout à fait utiles pour la promotion de l'agroforesterie. Il se trouve qu'au niveau national, nous en avons 2. Donc nous avons tendance à penser, en ce qui nous concerne, que c'est un de trop. Donc je pense qu'il faudrait, mesdames et messieurs les représentants des associations, que vous réfléchissiez à la fusion de vos organisations. Ça me paraît tout à fait essentiel. Le quatrième point que je voulais indiquer, qui est peut-être d'ailleurs celui-là le plus important, c'est qu'il faut, si on veut développer les systèmes agroforestiers, il faut sécuriser les relations entre les propriétaires et les fermiers. Ça a été dit ce matin, le problème de l'agroforesterie n'est actuellement pas traité dans les baux ruraux, ni dans le code rural d'ailleurs, évidemment, que se passe-t-il de l'arbre et de la haie, enfin surtout de l'arbre, quand il y a une cession d'exploitation. Donc il faut que ce point-là soit évidemment traité.
c'est un sujet important parce que, comme vous le savez, l'arbre rural, quand l'arbre sort de sa forêt, il acquiert une valeur qui peut être très importante. C'est ce qu'on appelle la valeur d'aménité. L'arbre forestier, on sait l'évaluer, on sait lui donner une valeur sur pied. L'arbre qui sort et qui acquiert une valeur d'aménité, il peut avoir aux yeux du propriétaire une valeur considérable. Ceci peut être la cause de procès, de relations difficiles entre le fermier et le propriétaire. Donc il faut qu'il y ait, dans le code rural actuellement ne porte que sur les vergers, il y a une clause, mais il parle des vergers qui eux s'amortissent, il ne parle pas de l'arbre forestier qui a une valeur d'avenir qui peut être importante. Donc il faut qu'il y ait, nous pensons, des développements législatifs très certainement, qui permettent de sécuriser les relations entre le propriétaire et le fermier, de façon à ce qu'on sache comment les choses sont évaluées au moment de la cession et de l'exploitation. S'agissant de la filière recherche-développement, on a eu la présentation du RMT, on voit que les choses se mettent en place petit à petit. C'est une matière très riche, il y a beaucoup de recherches qui sont développées, il y a des crédits de l'ANR, le CASDAR, des crédits européens également sur les programmes de recherche. Donc tout ça est très bien. Mais on se pose quand même une question, est-ce qu'on ne pourrait pas orienter la recherche pour sortir des données concernant ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent les coûts d'opportunité. Il faut, nous semble-t-il, pouvoir expliquer à un agriculteur qui supprime une haie ou un arbre qu'il dégrade son exploitation et qu'il dégrade à terme ses résultats économiques. Et donc il faut pouvoir mesurer les services rendus par l'arbre et la haie. Ça nous paraît tout à fait essentiel. Alors, on a parlé également, ça c'est un point que je voulais vous soumettre à votre réflexion, de développer le conseil en agroforesterie. Alors, les chambres d'agriculture, félicitations. On nous a dit, vous nous avez dit ce matin, et vous avez d'ailleurs un document, on va donner un document ici, nous donnant la liste de tous vos conseillers en agroforesterie. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous en avez encore assez peu quand même. Donc, c'est très bien, vous vous placez et vous voulez mettre en valeur ce que vous faites dans le réseau des chambres, enfin, mais pour l'instant, ça reste quand même encore assez modeste. Nous avons, je ne sais pas, peut-être une dizaine, enfin peut-être les mains vont se lever dans la salle, de spécialistes, conseillers de développement à l'agroforesterie, mais pas plus. Nos interlocuteurs, d'ailleurs, que nous avons rencontrés, ont tous regretté le fait qu'il n'y ait pas, justement, de réseau de conseils en agroforesterie. Donc, je pense qu'il faudrait en constituer un, et la meilleure façon de le faire, me semble-t-il, ce serait de le faire par voie conventionnelle, en impliquant trois acteurs, les associations, bien sûr, puisqu'elles ont, elles, des conseils en agroforesterie, les chambres d'agriculture, et puis, bien entendu, les CRPF. Vous savez que le sujet forestier est partagé en France, il est partagé entre deux organisations, les CRPF d'un côté, les chambres d'agriculture de l'autre. Nous n'allons pas être assez fous dans notre rapport pour proposer, bien sûr, la fusion entre ces deux organisations, mais s'agissant de l'agroforesterie, peut-être pourrons-nous proposer qu'il y ait un cadre conventionnel qui mobilise les moyens en provenance de ces trois types d'organisations, donc les associations, les chambres d'agriculture et les CRPF. Alors d'autres idées également, je pense qu'on peut trouver un levier pour promouvoir l'agroforesterie dans les signes de qualité. Donc, nous avons un exemple qui nous vient de la Sarthe, qui est particulièrement percutant, mais nous en avons d'autres. Je pense que les signes de qualité qui se développent en France, qui concernent quand même, je crois, une exploitation sur 3 ou 4 en France, c'est un levier important. Alors ça comprend jusqu'au label rouge, les appellations d'origine protégée, etc. Je pense que c'est un levier tout à fait important et que le consommateur y est extrêmement sensible pour promouvoir l'arbre et la haie sur l'exploitation agricole. Il y a quelques exemples que vous connaissez, je pense que ces exemples pourraient être multipliés. On a en forêt des plans SEM de gestion qui existent.
et sur la base de quoi on donne un certain nombre d'aides aux forestiers. Pourquoi ne pas établir, si on veut protéger le bocage, des plans simples du bocage, ou des plans du bocage gérés durablement? Alors certaines associations le font des plans d'exploitation du bocage. Je pense que c'est une démarche tout à fait intéressante, qui pourrait d'ailleurs aller jusqu'à une certification, puisqu'il existe en forêt certification PEFC, donc il y a un groupe de travail qui se réunit sur ce sujet-là, à l'initiative de la PCA d'ailleurs, je crois. Je pense que c'est une piste tout à fait intéressante, parce qu'à terme, finalement, elle pourrait permettre de rapprocher les réglementations agricoles et forestières. En tout cas, ce serait un début de rapprochement. Alors, il y a une autre piste que Rick a brillamment proposée tout à l'heure, et je pense qu'il y aura cette piste-là est extrêmement prometteuse en réalité, c'est de profiter des opérations de compensation dans le cadre des grands ouvrages, en application, vous savez qu'en application de la loi de la nature depuis 1976, les aménageurs publics ont l'obligation de compenser, enfin de réduire, d'éviter de réduire et de compenser les torts faits à l'environnement. Et ces obligations se sont traduites dans le passé le plus fréquemment par les opérations de reboisement. Et donc les agriculteurs nous disent que c'est la double peine, donc non seulement on nous prend des terres pour faire un grand ouvrage, en plus on nous prend des terres pour les reboiser au titre de la compensation. C'est pas forcément une compensation intelligente, c'est vrai, et donc on pourrait imaginer, d'ailleurs ça se fait déjà, on a des exemples sous les yeux, que dans les compensations, on fasse de la reconstitution de bocage, par exemple. Ceci se fait déjà, mais je pense que ceci devrait être fait à plus grande échelle et systématiquement. Je pense qu'il y a un sujet formidable pour les agriculteurs. Je ne sais pas si les jeunes agriculteurs sont présents ici. Il y a peut-être dans la salle. Il n'y a pas de main qui se lève, donc il n'y a pas de jeunes agriculteurs. Si, quand même. Mais, moi, personnellement, si j'étais responsable professionnel agricole, je ferais des opérations de plantation d'arbres sur mon exploitation agricole, voilà, sur des espaces agricoles. Et je le ferais en coopération avec les citoyens locaux, les communes, avec l'aide des départements et la région. C'est une idée d'ailleurs que je propose aux régions, puisque maintenant c'est plutôt à elles de prendre l'initiative de cela. Je pense qu'il faut que les agriculteurs se montrent ouverts à un sujet. L'arbre, c'est un formidable outil d'insertion en activité agricole dans son territoire. Nous en sommes tous convaincus, on a vu des exemples sur le terrain. Et d'ailleurs, plutôt que, il vaut mieux quand même que les agriculteurs, au lieu de se chamailler pour dire aux gens, écoutez, laissez-nous faire ce qu'on veut sur notre exploitation, si on a envie de supprimer une haie, on va le faire, etc. Ben, je suis d'accord, hein, il ne s'agit pas de protéger, de figer le paysage et d'empêcher un agriculteur de couper un arbre, ce serait totalement stupide et contre-productif, mais alors qu'il fasse avec les citoyens et avec leur commune, les habitants de leur commune, des opérations de réimplantation d'arbres et de haies sur leur exploitation, et je pense qu'ils y seraient formidablement gagnants. Voilà, je vous remercie de votre attention.